Jeannette Corder. Elle m'a dit qu'elle voulait raconter son histoire. Peut-être parce que j'étais écrivaine et que j'avais ce pouvoir de faire battre les personnages et les péripéties. Mais jamais je n'avais pensé que son histoire serait trop pour mon univers. Sa vie était trop chargée de douleurs et je n'avais jamais pensé à autant de drames, même pour mes propres histoires. Sa vie était coiffée de trop de misère pour un si court long métrage. Sa vie était autant de résilience qu'il a fallu de rythme cardiaque pour lui faire échapper à la mort. Et la mort, partout, 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 elle tapissait son œil qui est parti, les grammes qui sont partis, le sang qui est parti, les larmes qui sont parties, le bon espoir qui est resté, le seul. Jeannette Corder, elle m'a dit qu'elle n'avait pas peur de mourir. Malgré l'opération qui s'en vient et les chances de cogner élevées, trop élevées, 90%. Quand on est à l'article du partir, on ne veut penser qu'au rire et au bonheur que la vie a été. Car la vie est jolie, jolie. Jeannette est une jolie dont les drames n'ont rendu que plus beau son livre. Alors un jour, j'aimerais promettre d'écrire pour Madame Corder, l'enfant des étoiles. Une biographie résiliente d'une survivante. Voici son histoire. Jeannette Corder, bonjour. Allô. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Aujourd'hui, on est là pour parler de toi, de ton parcours. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, j'ai 40 ans. Je suis maman de 7 enfants, dont un avec une déficience intellectuelle, qui est mon plus grand professeur. J'ai un vécu assez intense, mais que je me suis servi pour réussir à avancer puis évoluer pendant tout ça. Parce que dans la vie, selon moi, on a deux choix, soit s'effondrer, parce que c'est des choses terribles qui nous arrivent, ou prendre tout ça, puis réussir à bâtir quelque chose de constructif, même si c'est un événement négatif. Si je devais choisir ton titre, pour te décrire, quel serait-il? Résilience, persévérance, guerrière. Pourquoi? Parce que je lâche jamais. Il y a des moments dans ma vie, même encore tous les jours aujourd'hui, où je me demande où est-ce que je la prends, cette force-là. Mais c'est pas tant la force d'affronter ces événements-là que d'avoir la force de se relever à chaque fois, de tenir le morceau puis de dire « vous mourrez pas ». C'est comme ça que je le vois. Quelle a été la première bataille de ta vie? Les agressions sexuelles quand j'étais petite. Puis même, je dirais, encore plus loin que ça, la journée de ma naissance comme telle, ça a été une bataille parce que je suis venue au monde avec un nœud dans l'intestin qu'on appelle aussi... je me souviens plus. C'était à l'intestin, un volvulus, excuse-moi. Volvulus à l'intestin grêle. Dans le fond, c'est quand on est dans le ventre de notre mère. L'utérus, pas l'utérus, mais l'intestin rentre par le cordon ombilical. Puis dans mon cas, ça a fait un nœud. Puis c'est même surprenant que je me sois rendue à terme parce que j'aurais pas dû survivre. Fait que j'ai été opérée la journée de ma naissance, puis ça a commencé comme ça. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu des agressions sexuelles que tu as subies? Est-ce que c'est des membres de la famille ou des personnes extérieures à votre famille? C'est mon parrain, dans les faits, qui a commencé à avoir des attouchements. J'ai des vagues souvenirs parce que j'ai juste des flashs de certains moments précis. J'en ai parlé à ma mère, j'avais 3 ans à peu près, puis ma mère, elle n'a rien fait parce qu'elle ne me croyait pas. Je peux comprendre aussi que dans les années 80, c'était touché beaucoup. Là. Quand on n'en parlait pas, ça n'existait pas. C'était pas comme aujourd'hui où est-ce que, aussitôt qu'on a une agression, mais on en parle, on le dit, on le dénonce. C'était pas comme ça quand moi j'étais petite. Puis le fait que ma mère n'a rien fait, ça a ouvert la porte à 2 autres pédophiles dans la famille élargie. Est-ce qu'elle a fini par te croire, ta maman? Des années et des années plus tard, genre quand j'avais 20 ans. Mais non, elle m'a jamais cru. Puis ce qui a fait en sorte que j'ai vécu un peu une situation semblable avec ma fille, mais jamais j'ai mis en doute sa parole. Fait que le fait que ma mère m'ait pas cru, ça m'a permis d'aider ma propre fille là-dedans. Comment tu as vécu cette période? On te croyait pas? Est-ce que tu avais l'impression que tu avais du coup peut-être inventé l'histoire? Est-ce que toi-même tu avais pleine conscience de ce qui t'arrivait? Pour moi, c'était normal. Puis je me disais, du souvenir que j'ai, vu que ma mère fait rien, ben c'est parce que c'est normal, puis je dois passer par là. J'ai compris des années plus tard, dans le fond, en 2020, quand j'ai fait un cours en psycho et travail social. C'est ça qui m'a permis de comprendre beaucoup d'événements dans ma vie.
je suis pas traumatisée de ça, ça a l'air bizarre à dire, mais vu que je pensais que c'était normal, c'était pas dans un climat agressif ou quoi que ce soit, je sais que cet homme-là, un peu comme moi, mais à l'inverse, lui a vécu avec des sœurs et des cousines. Je sais qu'il a été agressé aussi. Ils n'ont pas eu, mon oncle et ma tante n'ont pas eu d'enfants. J'étais comme la seule fille, puis j'ai que des cousins. J'étais la deuxième aussi à venir au monde. Fait que je le sais que dans sa tête à lui, on s'entend que c'est pas correct pour autant, mais dans sa tête, c'était normal de faire ça, puis de me témoigner l'amour qu'il avait pour moi comme ça, parce que c'est comme ça que lui, il a vécu. Fait que, oui, ça laisse des traces. C'est sûr que ça a affecté ma vie sexuelle à un certain point. Jusqu'à temps que je comprenne, encore une fois, avec la psychologie puis le travail social, que je comprenne beaucoup de facteurs. Mais ça m'a pas traumatisée comme tel. J'ai plus de contact avec lui non plus. Avec ma tante, j'ai encore dernièrement justement recommencé à prendre contact avec elle parce qu'elle s'est séparée à l'âge qu'elle a, à 72 ans. Ce qui est très courageux de sa part parce qu'elle a vécu beaucoup de violence par rapport à lui, puis elle dépendait entièrement de cet homme-là, puis c'est pour ça que j'ai pas porté plainte, c'est pour protéger ma Morgane, pour pas qu'elle perde tout. Mais là, depuis quelques mois, elle n'est plus avec lui, fait que je sais pas où ça va aller. Quelle relation tu as avec ton père? Mon papa, c'est mon idole, mon père. Mon Dieu, que dire de cet homme-là, je suis sa copie conforme. Ça fait peur. Là. C'est même les mouvements, quand on est ensemble, on fait la même affaire. Pour moi, c'est l'homme le plus drôle du monde. Moi qui aspire à être humoriste, mon père, c'est une source d'inspiration. Mon Dieu, mon père, j'ai pas de mots assez forts pour dire qu'est-ce qu'il représente pour moi. Puis il était même pas au courant lui-même de ce que je vivais quand j'étais petite, parce qu'il travaillait sur le highway. Fait que je partais des semaines, puis il revenait, puis ma mère lui a pas dit, évidemment. Fait que mon père... Quand il a su ça, c'est sûr qu'il est à l'envers. Là. Comment tu es parvenue à construire une vie sentimentale, amoureuse, sexuelle avec tout ce qui t'est arrivé dans ton enfance, adolescence? Comment j'ai réussi ça? C'est un bel exemple de j'en ai aucune idée. Pour moi, ça faisait partie de mon vécu quand j'étais petite. J'ai évolué là-dedans. Mais c'est pas venu me remettre en question ou quoi que ce soit. Comme toutes les ados normales, j'ai eu une première relation sexuelle consentante. On s'entend avec un gars, j'avais 15 ans, 16 ans, qui a été une expérience épouvantable. Un tata, on va dire les vraies affaires. Le gars, c'est un tata. Bon. Mais après ça, bien vite, à 19 ans, je me mariais, puis je commençais à fonder ma famille. Fait que je me posais pas vraiment de questions. C'est plus après mon divorce, là, presque 8 ans, que je me suis redécouvert parce que pour moi, c'était de faire plaisir à l'autre, c'était pas mon plaisir à moi. Puis quand que je me suis divorcée, je suis partie d'une situation de violence conjugale, fait que je suis partie avec 2 sacs de linge, j'ai laissé mes enfants là en attendant de me trouver un logement pour pouvoir aller les rechercher. Puis j'avais pas d'argent, fait que j'ai été escorte pendant 7-8 mois. J'avais 6 clients réguliers il y avait un médecin et un avocat entre autres, puis avec le surplus de poids que j'avais à ce moment-là, puis toutes mes cicatrices, j'étais extrêmement complexée à cause de mon ex-mari. C'est bizarre à dire, je suis pas traumatisée de ce que j'ai fait ou des choix que j'ai faits. Puis j'en parle ouvertement parce que, Caroline, que ce soit, parce que souvent on me dit « Ah, il y a une pute, il y a une pute ». Non, ça n'a pas rapport. J'avais le choix après mon divorce de soit aller dans un bar, puis j'aurais pu me ramener n'importe qui, n'importe quel soir, puis pas être payée. Fait que je me suis aussi bien joindre l'utile à l'agréable. Fait que j'ai fait ça le temps de me remeubler. Puis c'est pas plus pire qu'un autre fille. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Et aujourd'hui, quel est ton rapport avec ton physique? Mon rapport avec mon physique, c'est sûr que je suis pas aveugle. En tout cas, d'un œil. Les cicatrices, puis la peau, veux pas, j'ai déjà pesé 300 livres, j'ai eu 7 gros bébés. Je peux pas croire que ça ait sorti de moi, ces enfants-là. La peau, elle a été tirée. J'ai eu beaucoup d'opérations à cause de plusieurs diagnostics. Je suis en attente pour avoir une abdominoplastie thérapeutique pour enlever tous les débris et les adhérences qu'il y a dans mon abdomen. Fait que je suis consciente que c'est pas beau. C'est correct, c'est des cicatrices mais je suis pas dégoûtée du corps que j'ai parce que ce corps-là, malgré tous les diagnostics que j'ai eus, ben, je suis encore là, je suis encore vivante. Fait que c'est ce corps-là qui me tient
me tient debout, qui me tient encore en vie. Fait que je l'accepte très bien, puis c'est correct comme ça. Est-ce que tu es belle, Jeannette? Si moi je suis belle, ben aujourd'hui je peux dire que oui. Il y a encore 2 ans, j'aurais douté, mais aujourd'hui, je trouve que ce que je dégage, ce que j'ai toujours voulu être dans la vie, mais j'y suis, là. Fait que oui, je me trouve belle à voir, mais pas juste sur le plan physique, c'est vraiment général. Quand on a quelque chose de bon en dedans, je pense que ça se dégage. Puis, ouais, je me trouve jolie. Donc, tu as eu 7 enfants. Ouais. Est-ce que parmi eux, il y a des garçons? Et si oui, quelle éducation tu leur as donnée, notamment vis-à-vis de leur rapport avec plus tard des femmes, des filles? Oui, en fait, j'ai 4 garçons, dont Thomas. Thomas, c'est sûr que lui, côté sexuel, il n'aura pas vraiment grand développement parce qu'il a 16 ans, mais dans sa tête, c'est un enfant de 4 ans. Fait que lui, tu sais, oui, il y a des poussées d'hormones comme les ados normales, mais il sait pas quoi en faire. Fait que ça, Est-ce que tu peux me rappeler ce qu'il a, Thomas, s'il te plaît? le syndrome du cri du chat, c'est dans la même famille que la trisomie, c'est une anomalie du cinquième chromosome, excuse-moi. On appelle ça aussi délétion 5P négatif, au sens où le chromosome X, il y a une petite partie de la délétion. Fait que ça amène des malformations, puis ça amène une déficience intellectuelle. Puis sinon, mes autres enfants, William, Jérémy, eux autres ont presque 20, presque 19, parce qu'ils ont 11 mois de différence entre les deux. Je les vois plus beaucoup. William, parce que dans le fond, dans le parcours que j'ai eu dû à la violence conjugale, puis toute l'équipe que j'ai vécu avec le papa, la DPJ, s'en est mêlé. Puis il y a eu un placement. Justement, hier, j'ai une rencontre. Il reste un dossier à fermer, les autres dossiers sont tous fermés parce que, bon, ils ont bien vu qu'il n'y avait pas de quoi avoir peur. Mais William, mon plus vieux, lui va avoir 20 ans en avril. Je sais pas ce qu'il en est dans sa vie parce que ça fait presque 2 ans que je l'ai pas vu ou parlé parce que il fait beaucoup d'anxiété. Il a peur de me décevoir beaucoup. Je prends tout le temps de ses nouvelles. Je parle avec... il est encore dans la même famille d'accueil où est-ce qu'il a été placé. Puis je respecte ça aussi parce qu'il ne veut pas me décevoir. En tout cas, je sais pas c'est quoi son minding, mais je sais qu'il va bien. Mais j'ai toujours élevé mes garçons, même mon dernier Vincent, ben, c'est mon avant-dernier, mais dans mes garçons, c'est mon plus jeune qui va avoir 11 ans déjà, dans le respect. L'amour, c'est de l'amour, puis du respect, c'est du respect. Fait que tout part de là dans la vie. Si tu veux être respecté, ben, il faut que tu respectes les autres. Fait que ce soit dans n'importe quel domaine, autant la sexualité que dans la rue. Fait que c'est comme ça que j'ai voulu élever. Ben, mes filles aussi, dans le fond, c'est comme ça que je les ai élevées, là, toutes dans la même mentalité. Mais avec un de mes garçons, lui aussi, dans le fond, Jérémy, c'est plus compliqué parce que mon fils a certains problèmes de santé mentale. Puis c'est justement quand j'ai fait mon cours en psychologie là, que c'est venu comme appuyer mon hypothèse. Il est clairement sociopathe. Là. Jérémy n'éprouve aucune émotion. Là. Il a fait des choses graves. Puis c'est pour ça qu'il ne veut pas me parler, probablement, parce que ce qu'il a fait, je ne vais jamais cautionner ça, mais ça reste mon fils, puis ma porte, elle reste ouverte pareil. Puis ça excuse pas non plus ce qu'il a fait, loin de là, mais ça explique beaucoup de choses, le fait que mon fils soit dépourvu d'émotions. Tout ce qu'il fait, c'est pour ses besoins ou pour ce que les autres vont penser de lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Jérémy? Il a agressé sa sœur. C'est ma fille, dans le fond, elle a mis 2 ans avant de m'en parler. Ça s'est passé en 2020, puis c'était pendant une visite à la DPJ. Je le disais, là, regardez le comportement de mon fils, il n'est pas normal. Puis, ben non, c'est dans ta tête, c'est ce qu'on me disait, mais c'était pas dans ma tête. Mais il y a aussi une histoire en arrière de ça, puis ça, je trouve ça triste, puis fâchant, parce que Jérémy, c'est pas le premier à avoir vécu quelque chose comme ça. Finalement, elle a eu peur de m'en parler parce qu'elle avait peur que je la croie pas, mais je l'ai cru tout de suite. Là. Est-ce que tu lui pardonnes à Jérémy aujourd'hui? Oui, ben oui, c'est... Comme je dis, je cautionne pas ce qu'il a fait, mais ça reste aussi mon fils. Puis le pardon, que ce soit pour moi ou pour lui, pour avancer, il faut pardonner. Puis sa sœur est dans le processus parce que le fait que je l'ai vécu, oui, quand j'étais jeune avec des membres de la famille, mais bon, j'ai eu d'autres agressions aussi.
Elle a vu que j'étais capable de passer au travers, puis que je me suis servi de ça pour aider les gens à passer par-dessus des drames comme ça. Puis aujourd'hui, ça, je suis vraiment, vraiment fière. Elle a 15 ans, puis elle veut commencer à faire des conférences sur le sujet, que l'inceste, c'est là, puis il faut en parler, il faut le dénoncer. Mais elle n'est pas encore rendue à l'étape de passer en cours. Parce qu'elle trouve ça dur, affronter son frère, tout le kit. Mais ça va être à son rythme. Déjà qu'elle veut en parler dans des conférences, je suis vraiment fière d'elle. J'ai l'impression que tu as vécu 1000 choses difficiles, mais que pour autant, tu gardes le sourire, tu rigoles, tu as l'air d'aimer la vie. Comment on peut avoir vécu autant de choses difficiles, aimer le pardon et vouloir continuer d'avancer? La Où foi. puisses-tu ta force? La foi. Je pense que c'est ça. Puis, pas rien que la foi, mais surtout dans les 7 dernières années, quand je suis partie de mon milieu, ça a été une occasion de complètement me reconstruire puis d'aller où ce que je voulais aller. J'ai jamais été encouragée dans ce que je voulais faire. Je rêvais trop grand, des trucs comme ça. Puis j'ai un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'opposition. Puis plus que tu vas me dire que je suis pas capable, plus que je vais vouloir le faire puis montrer que c'est faisable. Puis il y a eu tellement de miracles dans ma vie. J'ai survécu à des choses que la médecine n'explique pas. Fait avec le temps, c'est sûr, quand on survit à que ce soit des diagnostics ou est-ce que le pronostic vital il est pas bon, que ce soit des complications majeures qu'il y a eu pendant des opérations, j'étais encore là. Fait qu'il y a une raison à ça. Puis partager ce que j'ai vécu, mais je pense que ça en fait partie. Parce que si j'ai réussi à me relever de tout ça, je dis pas que ça a été facile, là, vraiment pas. Si moi j'ai été capable, puis il y a eu un temps où j'étais lâche, puis j'étais paresseuse, je me servais de ma maladie pour me pogner le moine à la maison, pour même négliger mes enfants à un certain point. J'étais trop fatiguée pour me lever le matin, ben là, c'est le père qui s'en occupait, puis j'avais juste à dire que je filais pas, puis j'avais la pitié du monde aussi. Je pense que c'est le peu d'estime que j'avais de moi-même, puis le fait que j'étais vraiment isolée dans le milieu où j'étais, malgré mes enfants, malgré les voisins, ce que je vivais dans la maison, j'étais tout seule. Puis ma mère, ça a tout le temps été me rabaisser puis me taper dessus pour me dire que je réussirais pas. Fait que je vivais ça tout seul, dans la dépression, dans une santé mentale qui est en train de sacrer le camp. Mais j'ai réussi à me relever, puis si moi j'ai été capable, malgré le fait que j'étais sans cœur et que j'étais lâche à ce moment-là, ben tout le monde peut réussir. Puis un matin que je me suis réveillée, c'est l'exemple que tu donnes à tes enfants, d'être couché puis de te plaindre. Au lieu de rêver tout ce que tu veux vivre, ben prends les moyens pour les vivre, ces rêves-là, parce qu'à un moment donné, il va être trop tard. Me faire face, puis me dire mes 4 vérités, que j'étais une sans cœur, une ci, une ça. Ça a pris 3 ans avant d'avaler cette pilule-là, puis que je fasse un pas en avant, parce que c'est difficile, là, être honnête avec soi, ça fait mal en tabarouette. Mais il faut passer par là pour qu'il y ait des changements, parce que si on ne fait pas ça, il n'y en aura pas de changement, puis rien ne va bouger. Puis à 90 ans, si je me rends, je veux pas me dire que j'ai passé à côté de ma vie. Puis une autre affaire que j'ai pris conscience dernièrement, dans les derniers mois, tout le monde meurt, ça, je n'apprends rien à personne, on va tous mourir. Mais quand on est conscient à un degré plus que conscient, que ça peut se faire là, comme je viens d'avoir un diagnostic de diabète, ça fait 2 semaines que je l'ai, je fais de l'hypertension, je peux faire une crise de cœur en sortant d'ici, là, je veux dire, à ce moment-là, on devient dangereux parce qu'il n'y a plus rien pour nous arrêter. Donc à 40 ans, tu continues de rêver. Oui. Donc déjà, tu as les spectacles d'humour que tu aimes beaucoup. Quelles sont tes autres passions? Quels sont tes autres rêves? J'en ai tellement. Mais depuis 1 an et demi, j'ai commencé à faire la télévision, ça a commencé par la figuration. Je me suis trouvé un agent, ça a été quand même rapide. Puis après ça, j'ai fait des films hollywoodiens. Ça, c'est quelque chose qu'on me disait que je rêvais trop grand. Voir que, parce que c'est l'image que j'ai, la petite grosse de Saint-Ambroise de Kildare qui s'appelle Jeannette, elle réussira pas à faire un film américain. Mais Colin, le premier film payé que j'ai fait, c'était avec Jackie Chan. C'est tout le temps des rêves associés à tout ça.
que je veux que ça continue. J'aimerais ça décrocher un premier rôle parlé éventuellement aussi à la télé. Là, j'ai juste un agent de figuration, mais je fais mon chemin. Ça prend une dose de talent, mais ça prend aussi une dose de chance. Il faut la créer, sa chance, parce que si j'avais attendu ce que tout me tombe dessus, je serais pas là aujourd'hui. Puis un des plus grands objectifs, je sais pas si objectif et rêve, ça peut être la même chose, mais c'est d'écrire mon parcours. Je voudrais écrire tout ce que j'ai vécu avec une touche d'humour, à ma façon, à moi, mais la difficulté que j'ai, c'est un gros trouble, dans le fond, un TDAH, mais dans le tapis, je suis pas médicamentée parce que le médecin ne veut pas. Fait que ça m'amène à avoir une difficulté, même pour mes textes, ça me demande toujours plus que quelqu'un d'autre, mais je prends des photos avec mes yeux, puis je réussis à avoir l'image dans ma tête. Fait que mes textes, je les apprends quand même rapidement malgré ça. Fait que écrire, avoir cette discipline-là, c'est quelque chose c'est pour ça que j'ai pas commencé, parce que je m'éparpille trop. Fait que ça, oui, ce serait quelque chose que je voudrais faire, parce que si j'aide une personne avec le vécu que j'ai, mon objectif, il est atteint. Fait que j'essaie de le faire à travers l'humour aussi. Parce que dans le fond, je suis plus une raconteuse, je sais pas si ça se dit. Mais de la façon que je le compte, j'ai même pas besoin d'exagérer, parce qu'il m'arrive des affaires incroyables justement à cause de mon déficit d'attention. Ça m'amène à vivre des affaires extraordinaires. Puis ça m'a amené aussi à comprendre que tout est énergie. Fait que ce qu'on a dans la tête, on peut le matérialiser dans le monde réel. Faut juste être patient des fois, mais quand on vibre sur une fréquence qui est positive, on attire à nous autres le positif. Puis je sais que tout ça va finir par arriver. Quel serait le titre de ton livre? L'enfant des étoiles. Pourquoi? Ça aussi, c'est dans les dernières années que j'ai découvert ça. Depuis que j'étais toute petite, il y avait quelque chose qui me fascinait, que ce soit par le ciel ou tout ce qui est énergie, encore une fois, ce qu'on appelle les esprits. J'ai une fragilité à ça, une sensibilité. Toute petite, je me rappelle très bien, il y a mon lit, puis j'avais un plancher avec des lignes qui faisaient des carrés. Puis dans ma tête, c'était des gens qui étaient assis sur chaque carré, puis je leur faisais un spectacle. Je devais avoir 5-6 ans. Fait que l'enfant des étoiles, le fait que j'avais fait ce rêve-là, que je regardais les planètes à la ceinture d'Orion, aucune idée pourquoi ça m'attirait comme ça. J'étais convaincue que je venais de là. Après mon divorce, je me suis fait tatouer 3 points en dessous de l'œil qui représentent aussi la ceinture d'Orion. Je vois beaucoup de lumière dans tes yeux. Est-ce qu'il y a un moment de ta vie où la mort t'a effleuré l'esprit? Oui. Ah ouais. Puis ça, c'est une autre raison pour laquelle les médecins n'ont pas compris comment j'avais pu survivre à ça. C'était, j'avais 25 ans, une des fois que j'aurais vraiment pu y rester, mais même petite, quand que je vivais quelque chose de difficile, je prenais un petit couteau pour éplucher les patates. On s'entend que c'est pas un gros couteau, mais j'étais un enfant, puis je voulais mourir par moment parce que j'avais trop mal en dedans, que ce soit le rejet de ma mère, que ce soit l'intimidation à l'école. J'y pensais parfois parce que j'allais retourner chez nous, là. Pour moi, la mort, encore aujourd'hui, c'est ça, mourir, c'est retourner chez moi. Mais à 25 ans, j'ai eu une grosse opération. Il a fallu que je fasse un sevrage de narcotiques, qui n'a pas été évident parce que mon médecin, c'est la première fois qu'il supervisait un sevrage, puis ça faisait un bon 8 mois que je prenais du Dilaudid, entre autres. Fait que le corps s'adapte à ce médicament-là, puis quand ta santé mentale ne va pas bien, ben l'euphorie que ça amène, ben on reste accroché à ça. Fait que le sevrage a été difficile. Puis, oh mon Dieu, j'étais tellement désespérée, j'étais tellement malade de ce sevrage-là qu'à un moment donné, j'étais allée à l'hôpital, puis j'ai volé dans les petits tiroirs n'importe quoi qui pouvait me soulager, puis je suis tombée sur de l'héparine. L'héparine qui est un anticoagulant qui est extrêmement puissant. Puis, vu que j'avais un accès veineux central, à tous les mois, il fallait que j'aille le faire hépariner au CLSC pour pas que le sang coagule dedans.
Mais pour faire ça, c'est de l'héparine diluée, diluée et diluée. Là. C'est du 5 ml, mais vraiment dilué. Puis j'avais réussi à avoir une fiole d'héparine à 1 million d'unités par millilitre. J'étais allée m'injecter directement dans le porte-4 5 ml d'héparine. Je me suis réveillée le lendemain. Ah, puis je m'étais aussi injecté 1 ml de vodka pur là-dedans. Je voulais que ça arrête. Je savais plus quoi faire. Je me suis réveillée le lendemain. Il a fallu que j'aille à l'hôpital parce que j'ai fait une infection du porte-4, évidemment. Mais vu que j'étais couchée sur le côté, j'avais un gros bleu. J'étais en train de me liquéfier de l'intérieur, littéralement. C'était évident que j'étais en hémorragie interne. Ils m'ont pas apporté d'aide ou quoi que ce soit. Fait que je m'en suis sortie tout seul, encore une fois. Mais cet hôpital-là, qu'on ne nommera pas, a commis beaucoup d'erreurs qui auraient pu me coûter la vie. Là. Il n'y a personne qui est venu me voir. Les médecins disaient que j'allais mourir dans la nuit. J'étais branchée au respirateur et tout. L'oxygène ne se rendait plus dans mon sang. J'ai voulu mourir parce que je me suis dit, ça sert à quoi d'être là si on n'a personne au fond, à part mes enfants. Je me suis rendu compte que j'étais toute seule en tabarouette. Mais ouais, j'ai souhaité mourir souvent. J'en ai voulu à Dieu de ne pas venir me chercher. Mais aujourd'hui, je sais que l'opération que j'attends, j'ai 90% de chances de ne pas revenir. Je sais que je vais souffrir beaucoup après ça pour le temps de ma guérison. J'ai pas peur, mes enfants sont préparés. Mais je veux vivre. Aujourd'hui, je veux vivre. Et à quoi on pense quand on est à l'article de la mort? Quelles sont nos dernières pensées quand on sait que c'est peut-être bientôt le départ? Avec mon humour noir, j'avais un grand tableau chez moi, puis mon coloc s'en faisait beaucoup. Je l'ai su 4 jours avant, fait que j'avais écrit « Faut vivre chaque jour comme si c'était 4 derniers jours ». Le lendemain, j'ai fait le 4, je mettais un 3. Moi, je trouvais ça drôle. J'avais même un chandail à mes funérailles, prenez les fleurs dans mon cercueil, puis lancez-le pour savoir c'est qui le prochain qui va mourir. Puis ma fille, même affaire, j'avais dit « Déguise-toi en la faucheuse si je meurs ». J'avais aussi dit à mon père que dans mon cercueil, c'était en pyjama, couché sur le côté avec mon oreiller entre mes jambes, tant qu'à mourir puis être couché pour l'éternité, aussi bien confortable. Tu n'as pas peur? Non. Non, je rentre chez moi. J'ai plus la peur que j'avais avant. Oui, je veux vivre, ça c'est clair, mais si mon heure est arrivée, j'ai pas peur. J'aimerais parler de tes yeux maintenant. Oui. Il me semble que l'un d'entre eux n'est plus fonctionnel aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé et comment tu vis avec un œil? Ah, ça là, c'est n'importe quoi. L'histoire de ma vie, c'est n'importe quoi. Ça se résume à une phrase. Ouais, ben ça devait pas se passer comme ça. J'avais commencé à avoir comme du rouge dans l'œil, un peu comme une conjonctivite. Ça s'est mis à enfler, puis la lumière, ça s'est mis à être sensible pour finalement, des années plus tard, parce que le médecin que j'ai vu m'a pas traité, en pensant que tout ce que je voulais, c'était des narcos. C'était épouvantable, ça faisait mal. Puis c'est la cornée. Dans le fond, c'est une cicatrice de la cornée. C'est souvent ce qui arrive quand on a la maladie de Crohn qui attaque le système digestif. Mais après un certain temps, ça attaque d'autres organes. Puis c'est probablement ça qui est arrivé à mon œil. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens handicapée? Non. Non. Puis, tu sais, je veux dire, je vois encore de cet œil-là. Fait que je suis pas handicapée ou quoi que ce soit. C'est sûr que de ce côté-là, bon, j'ai plus vraiment d'angle mort ou tout est blanc. C'est pas compliqué. Si je bloque comme ça, c'est la cicatrice que je vois. Fait que tout est blanc, mais l'œil comme tel, il est encore sain. Imaginons que je suis la Jeannette d'il y a 30 ans, j'ai 10 ans. Qu'est-ce que tu aimerais me dire? Eh boy! T'as raison. T'as raison de pas lâcher, puis tu vas réussir à tout leur prouver qu'ils avaient tort. Ouais, ça serait ça, ou peut-être écoute pas ce que ta mère te dit. Et dis-nous quelque chose qu'on ne sait pas de toi et qu'il serait important de savoir, pour terminer. Les plus grands secrets vont te détruire.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle si facilement de tout ce que j'ai vécu. Parce que s'il y a une chose de moi qu'il faut savoir, c'est que je suis d'une transparence extraordinaire. Tout ce que je dis, j'ai même pas besoin de l'exagérer. Si je raconte quelque chose, c'est parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Même si c'est dur à croire, j'ai toujours des témoins. Ouais, ce qu'on aurait à savoir de moi, c'est que j'ai pas besoin de mentir pour raconter de quoi d'intéressant. Je suis toujours authentique. Tes derniers mots, Jeannette? Faut jamais abandonner. Jamais, jamais, jamais. Parce que tout est possible. Tout. Puis comme je disais tantôt, si moi j'ai réussi à me relever, si je suis en voie de réaliser les grands rêves de ma vie, là, pendant que tout le monde me disait que c'était pas possible, que moi j'y réussirais pas, lâchez jamais. Des fois, ça peut prendre 10 ans, mais lâche jamais, 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 parce que tout est possible. Merci beaucoup, Jeannette. Ça fait plaisir.